Je me présente, je m'appelle Olivia, je suis responsable du segment Startup chez AWS en France. Je vous en dis un petit peu plus sur moi, ça fait 11 ans que j'ai rejoint AWS, donc ça fait un petit bout d'histoire maintenant. Aujourd'hui, on est là pour parler constitution d'équipe, recrutement et culture. Et c'est des sujets qui me sont assez chers parce qu'en 11 ans, j'ai vu beaucoup de recrutement personnellement chez AWS. J'ai rejoint, on était début 2013, on était une petite équipe de pionniers à être maintenant de nombreuses équipes et je suis ravie de leader le segment startup. Et en plus de ça, j'ai pris un petit job en plus de mon job actuel qui est chez Amazon un peu, on appelle ça péculier ou une singularité, qui est un job de bar riser. Et un bar riser, c'est un intervieweur qui participe au process de recrutement à titre, entre guillemets, de tierce personne et qui vient s'assurer du bon recrutement, on va dire ça comme ça, en fonction des valeurs d'Amazon qu'on recherche chez nos candidats. Donc voilà à propos de moi. Et je vais laisser Caroline se présenter. Merci Olivia. Bonjour à tous, moi je suis Caroline Pailloux et j'ai monté il y a 10 ans une entreprise qui s'appelle Ignition Programme. On a deux missions, attirer et retenir les talents dans les entreprises qui leur conviennent. Et donc avec un vrai enjeu à mettre l'humain au centre du sujet. Ça paraît un peu bateau, mais en fait l'humain c'est aussi scientifique, ça se processe, ça se comprend, ça se professionnalise de mettre les bonnes personnes au bon endroit en fonction des valeurs, en fonction de la culture, et puis de travailler ensuite la culture des entreprises pour que les équipes soient à la fois performantes et capables de s'engager dans la durée avec énergie et enthousiasme. Voilà. Bonjour à tous, moi je suis Gilles Valbrou, donc je suis CTO chez Datadome. Donc Datadome c'est une société qui fait de la cybersécurité, qui protège les sites web des attaques type DDoS, credential stuffing. Donc on protège beaucoup de sites de e-commerce français notamment aujourd'hui. On est aussi beaucoup déployés aux US. Moi je viens ici parce que j'ai rejoint l'aventure donc il y a à peu près 5 ans. Maintenant, donc avant je travaillais chez Dassault Systèmes qui est un grand groupe français. Et j'ai rejoint Datadome quand on était une vingtaine à peu près. J'étais le 5e tech. J'ai intégré en tant que Head of Engineering, donc premier manager technique de l'équipe. Ensuite, je suis passé VP Engineering et aujourd'hui, je suis CTO. Donc, j'ai accompagné avec mon évolution, c'est la croissance de l'entreprise. Donc, de une vingtaine de personnes quand je suis arrivé à 200 aujourd'hui. Donc voilà, je vous raconterai un peu comment ça s'est passé avec un prisme un peu plus technique, probablement sur les équipes techniques. Mais voilà, vous racontez un peu les petits conseils de début jusqu'à la suite, la partie scale-up, quoi. Donc voilà, je laisse la parole à Mathieu. Yes, donc Mathieu Marseille, je suis le Head of Marketplace à HireSuite. Donc HireSuite, c'est une start-up aussi qui aide les entreprises et surtout les start-up à recruter. Donc par exemple, De Facto, avant Marco, on a bossé avec lui, ou Koala. Et notre spécialité, c'est vraiment le sourcing, c'est-à-dire comment on met des bonnes personnes en process à un prix sympa. Donc j'essaierai de partager un petit peu ça juste après. Excellent, merci. Et on a un public early stage. Et donc justement sur ces sujets, comment identifier un premier recrutement et comment bien démarrer? Gilles, tu veux peut-être faire un petit retour d'expérience? Donc effectivement, moi quand je suis arrivé chez Datadome, il n'y avait pas, donc on avait une société sans recruteurs. On passait beaucoup par des cabinets de recrutement et les enjeux du début en fait, c'est surtout d'arriver à attirer les talents. Surtout quand on se dit pourquoi les gens viendraient chez nous, on n'a pas de marque employeur, on n'est pas connu. Et quel type de profil on va vouloir cibler? Est-ce qu'on prend des profils plutôt très skillés qui viennent de grands groupes? Est-ce qu'on prend des plus jeunes, etc. Donc ce qu'on a fait à l'époque, nous, c'est qu'on a ciblé essentiellement des gens qui partageaient nos valeurs, qui étaient très engagés sur notre mission. Donc ça, c'est un des premiers conseils que je peux partager aujourd'hui, c'est être clair sur la mission de l'entreprise, prendre des gens qui sont vraiment alignés et committés sur cette mission. Parce que il va falloir, c'est des gens qui vont potentiellement donner beaucoup de leur personne dans les premières phases de l'entreprise. Plutôt touche à tout, c'est-à-dire pas avoir des boîtes dans lesquelles ranger les différentes personnes, pas recruter des gens qui vont seulement faire le travail que vous attendez d'eux, mais qui vont avoir cette capacité à grandir aussi avec l'entreprise. Moi, je l'ai eu sur les premiers managers techniques, notamment. C'est des gens qui ont d'abord l'idée les sujets
et après qui se posaient pas la question de prendre un sujet, ils le prenaient, ils le leadaient et ils grandissaient avec le sujet jusqu'à temps ça devienne un sujet un peu stand-alone, qu'on construise une équipe autour et qu'on les promeuve au titre de manager. Donc c'est vraiment assez important. Nous, on n'avait pas de marque employeur, donc on a bénéficié du réseau en fait de nos clients, essentiellement la bonne réputation qu'on avait auprès de nos clients, qui ont fait qu'on était connus dans le milieu et qu'on a réussi à recruter des profils techniques. C'est pas forcément le cas de tout le monde non plus, donc il faut beaucoup faire jouer son réseau au début et aller surtout chercher ces profils un peu challengeants, je dirais, qui seront pas forcément les mêmes à mesure que la boîte va grossir. Voilà, premier élément de réponse, et encore une fois, la culture est ici très très importante. C'est pas facile au début quand on parle de culture, parce que finalement on est tout seul, on se dit oui, moi j'ai une très bonne culture, moi-même, avec moi, on s'entend très bien d'ailleurs, ou pas toujours d'ailleurs, mais en fait être clair sur pourquoi on fait ce projet et ce qui nous anime. Il y a une espèce de dimension de feu sacré là quand on démarre une boîte, c'est ça qu'il faut sentir. Et c'est ça qu'il faut faire résonner chez les premières personnes que vous allez recruter. Et puis arriver à trouver des gens qui ont cette fibre aussi intrapreneuriale ou entrepreneuriale quand je démarre... ce qui m'amuse dans cette aventure et dans le fait de rejoindre un projet early stage, c'est justement d'être touche à tout et de prendre plein d'initiatives et de me vautrer peut-être 20 fois par jour. Moi, quand j'ai démarré, mon premier salarié, qui est devenu mon associé... Il m'a sauvé cette période en me disant régulièrement une grosse merde, alors champagne, tout de suite, champagne, vas-y, c'est cool, non c'est cool, demain on a pris un truc, c'est cool. Et en fait il faut prendre des gens qui effectivement vont soutenir, parce qu'ils n'auront pas non plus le rôle de fondateur qui est un peu plus lourd, mais qui vont pouvoir soutenir, adhérer et puis vivre aussi ce feu sacré de l'intérieur pour qu'on rame tous dans le même sens. Quand il y a tout à construire et que la page est tellement blanche et qu'on se répartit des morceaux de la page à écrire, il faut quand même partager au fond le pourquoi on fait ça. Sinon, c'est sûr, on va pas ramer dans le même sens. Donc ça, c'est très important. Et peut-être l'autre conseil quand on démarre, c'est effectivement, pour sourcer, c'est pas toujours facile. Il y a des cabinets, évidemment, mais il y a aussi le fait d'en parler à tout le monde et de raconter à tout le monde ce que vous faites. Ne cachez pas votre projet, racontez à tout le monde que vous avez le feu sacré, que vous allez changer la planète avec ce truc-là et que vraiment c'est important pour vous. Et un jour, les gens qui doivent vous rencontrer et qui doivent faire ce projet avec vous, vous trouveront et vous rejoindront dans l'aventure. Moi, ça me paraît important, ce truc. Oui, merci pour ces conseils et ce retour d'expérience. Je trouve que c'est intéressant. On parle de mission bien définie dès le départ, de personnes engagées qui sont assez importantes, de définir les valeurs et de trouver des gens avec qui monter à bord et vivre ça au quotidien, hein, parce que ça dépasse le cadre de la vie professionnelle. Hein. Donc, c'est important d'être attaché... Peut-être une équipe, en fait, de monter cette équipe sur des valeurs communes. Tu as commencé à parler de recrutement, de sourcing. Mathieu, tu peux nous en dire plus? Ça se passe comment? Comment on source des candidats? Alors déjà, je rebondis sur ce que disait Caroline, c'est ultra important, il faut parler de ce que vous faites tout le temps. Je vais essayer de donner un parallèle pour démystifier un peu ces premiers recrutements. Même si on a recruté dans des entreprises, quand c'est pour soi, c'est toujours plus intimidant. Un bon parallèle, je trouve, c'est lancer un produit, faire une boîte. En fait, c'est assez proche du recrutement. C'est-à-dire que vous avez une proposition de valeur, un produit, ça c'est votre poste, qui a des avantages et des inconvénients. En face de ça, vous avez des gens à qui ça peut correspondre ou pas correspondre, c'est votre cible. Et après, vous avez le fait de faire rencontrer les deux, votre proposition de valeur et les gens qui pourraient être intéressés. Et ça, c'est un peu comme le cycle de vente. Donc l'idée, si je retranscris ça en termes un peu plus RH, etc., c'est la scorecard. Qu'est-ce que je recherche? Ensuite, sur la proposition de valeur, c'est définir le poste, les avantages. Et après, c'est le cycle de vente. Il faut que ce soit, et ça je pense que vous serez d'accord, c'est que toute l'entreprise se dise que c'est une priorité de recruter, incarné par les fondateurs, en permanence. On en parle à tout le monde. On ne sait jamais qui va parler de votre projet à quelqu'un d'autre, etc. Tout le temps, c'est important. Essayez de garder
ça dans une même pas vraiment besoin d'outils au début, rien, juste un Excel, vous notez les gens intéressants avec qui vous parlez, s'ils sont sympas, vous leur demandez s'ils connaissent d'autres gens qui pourraient rejoindre le feu sacré que vous leur avez communiqué. Et après, il faut y passer du temps. Ça prend toujours plus de temps que ce qu'on croit de recruter. Il faut se laisser le temps. Sinon, il faut sortir du cercle vicieux de je suis pas staffé, donc j'ai pas le temps de recruter, et donc je recrute pas et je m'en sors jamais. Et peut-être un dernier point, c'est que le recrutement, encore un autre parallèle, c'est comme une chaîne de production finalement. Vous voulez sortir les produits un peu défectueux le plus tôt possible pour vous concentrer sur ceux qui sont vraiment intéressants. Et il y a des délais qui ne dépendent pas de vous. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vous dire, OK, j'ai besoin de recruter 3 personnes dans X temps, je vais y mettre un bon coup dans 3 mois et je vais rattraper mon retard. Non, parce que les choses prennent du temps. Donc voilà, il faut essayer dans le sourcing de faire un peu un rétro-planning, de mettre un peu de méthode, etc. Et surtout, faut que ce soit la priorité de tout le monde, tout le temps dans la boîte. Le plan de recrutement, c'est très important. Ça prend beaucoup plus de temps qu'on croit. Et alors, si en plus, vous n'avez pas de bol sur un recrutement et qu'il plante, alors là, c'est 6 mois de plus, quoi. Donc, effectivement, anticiper un petit peu vos recrutements et savoir que si je recrute dans cette équipe, ça veut dire que 2 mois après, il faut que je recrute dans cette équipe, etc. Enfin, faire les bons dominos. L'autre truc sur lequel j'avais très envie de rebondir, c'est la scorecard. En fait, quand on est en early stage, on ne sait pas trop rédiger la fiche de poste parce qu'on se dit, zut, il va falloir... si c'est mon bras droit, en fait, moi, entre la semaine dernière et la semaine d'avant, j'ai déjà pas le même métier, donc qu'est-ce que je fais, quoi ? Qu'est-ce que j'écris ? En fait, il faut dans toutes les scorecards, et ce sera vrai même quand votre boîte, elle aura 100 ou 1000 personnes, toutes les scorecards, elles doivent démarrer par les objectifs. Les objectifs à une échéance qui est raisonnable par rapport à ce que vous vivez, c'est-à-dire que quand on est early stage, les objectifs à 3 mois, c'est très bien. Quand on est un peu plus gros, les objectifs à 6 mois, c'est très bien. Et quand on est à, 50, 100, les objectifs à 1 an, ça suffit, en fait. Et c'est les objectifs de la boîte qui viennent se décliner sur les objectifs d'un poste. Et après, comme on a cette cascade, on peut se poser la question de... moi, a priori, en tant que recruteur, qu'est-ce qu'il faudrait comme compétence pour remplir cet objectif ? Vous pouvez commencer à écrire ce que vous pensez devoir trouver chez le candidat. Mais en fait, à la fin, quand vous allez comparer les candidats, vous n'allez pas les comparer sur les compétences que vous imaginez, celles qu'il faut pour remplir les objectifs, vous allez les comparer sur la probabilité de remplir l'objectif. C'est très, très différent dans la méthodologie. Ça veut dire qu'à la fin, il y a des candidats qui vont vous convaincre qu'ils sont capables de remplir l'objectif avec des méthodes que vous n'imaginiez pas. C'est très, très différent comme méthodologie et ça veut dire que vous allez peut-être comparer des candidats très différents, mais avec des probabilités comparables. Et donc là, vous allez peut-être choisir un candidat complètement en dehors de ce que vous imaginiez ou peut-être complètement dans ce que vous imaginiez. Peu importe, il faut que vous soyez convaincu que c'est la personne qui a le plus de chances de remplir vos objectifs. Et là, Caroline, je rebondis là-dessus parce que la question que je me pose, c'est super intéressant. Et comment on peut faire pour corriger des potentiels biais ? C'est un sujet qu'on n'a pas encore... Ouais. Mais c'est très... une des méthodes... On peut parler biais, on peut parler diversité. Donc, tu l'as dit, on a plusieurs candidats qui vont arriver avec des compétences potentiellement très différentes et par des chemins qu'on n'aura pas nous-mêmes imaginés. Ouais. Est-ce que vous avez des bonnes pratiques, des tips pour identifier déjà... C'est déjà de s'orienter sur les objectifs. Déjà, parce que, en fait, et de demander au candidat comment... de lui donner l'objectif et de lui dire à quel point toi tu penses que tu pourrais y arriver. Déjà, ça enlève une grande partie des biais qui sont « moi je pense que pour faire ça, il faut avoir telle compétence » ou « moi je pense que pour faire ça, que je fais aujourd'hui, il faut me ressembler », ce qui est le pire des biais. Voilà. Mais effectivement, se recentrer sur l'objectif et en parler au candidat et lui dire ce qu'on cherche et voir avec lui comment lui pense pouvoir y arriver. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Il faut rester humble aussi. Moi, je me rappelle de mon propre process quand je suis arrivé dans l'organisation. Mon boss me disait, voilà, ça, je ne sais pas faire. Il m'a engagé pour faire du management, essentiellement. Il m'a dit, voilà, je ne sais pas faire, je veux te déléguer. Il est resté très humble là-dessus, en me disant, voilà, qu'est-ce que tu peux m'apprendre ? Donc, rester humble et essayer d'avoir du savoir aussi des candidats, les challenger là-dessus. Et surtout, pas survendre. Soyez intègre aussi avec là où vous en êtes aujourd'hui. Les gens vont rejoindre l'aventure au début, moi c'était mon cas, sur de la promesse essentiellement. Donc pas une promesse pour sûr, mais un potentiel qui va se développer dans l'organisation. Donc voilà le chemin que l'organisation peut prendre si tu veux nous rejoindre.
mais pas leur promettre non plus. Dire voilà, c'est un futur potentiel sur lequel tu peux contribuer. Ce conseil-là, il est pour gérer après les attentes des candidats derrière. Si les premiers qui rejoignent l'entreprise sont des gens qui veulent évoluer, ils ne soient pas déçus 6 mois plus tard s'il n'y a pas eu le jalon qui était discuté pendant l'entretien. Donc voilà, rester humble et permettre aux candidats aussi d'être challengés. Et authentique. Enfin, d'avoir une authenticité, Exactement. en tout cas, dans ce qu'on propose, ce qu'on recherche aujourd'hui, et de pouvoir s'asseoir ensemble pour écrire l'histoire ensemble. Ouais. Mathieu, tu voulais... Pour rebondir sur les biais, déjà ce qui est compliqué, c'est qu'il faut différencier les biais et les critères. C'est-à-dire que les critères, c'est ce qui va permettre de faire le tri entre différentes personnes qui ont plus ou moins la chance de remplir les choses. Et les biais, c'est des choses qui vous masquent à des personnes, des profils qui pourraient remplir vos objectifs et vous vous trompez. Donc ça, c'est première chose, c'est qu'est-ce qui est de l'ordre du critère, qu'est-ce qui est de l'ordre du biais. Ce qui peut être parfois compliqué justement quand on cherche une homogénéité culturelle, où on cherche à créer une culture ensemble. Avoir une culture commune, à quel point c'est être différent, à quel point c'est se ressembler, pareil, ça c'est des choses où il faut réfléchir et il faut faire attention. Et après, pour lutter contre les biais, déjà il faut en avoir conscience. Et deuxième chose, il faut essayer de mettre des process, des choses un peu pour mesurer et prendre le temps d'accepter que c'est dur à corriger en fait. Je vous invite à lire Daniel Kahneman sur les biais, de toute façon, ça fait pas de mal. Et après, sur la diversité et sur l'inclusion, je crois qu'il faut vraiment faire l'effort d'aller chercher des gens différents. De toute façon, c'est un effort. On ne va pas se mentir, ça ne vient pas tout seul. Il faut faire l'effort, il faut se le dire dès le début, il faut courir après en permanence. Et ce sera un effort dans la durée. C'est-à-dire que... au début, c'est un effort de sourcing, c'est-à-dire que vous avez déjà du mal à trouver les bons candidats pour une boîte que personne connaît, donc en plus, il faut aller en plus chercher des gens pour créer suffisamment de diversité parce qu'on sait que c'est plus efficace. Et après, en grandissant, il y a un problème culturel, tu l'as très bien dit, plus on grossit, plus il y a un enjeu à avoir une culture cohérente et homogène avec des gens qui se parlent, et c'est plus difficile quand ces gens ont des backgrounds très différents. Il ne faut pas se mentir là-dessus. Donc, il faut faire encore plus d'efforts autour de la communication, les former aux biais culturels, les former à la CNV, enfin, à la communication non violente, enfin, voilà, des choses comme ça. Et juste un tout petit truc, c'est qu'il y a aussi une dette de la diversité, comme il y a une dette technique, une dette du management. Nous, on a eu plein de cas où finalement, un jour, on veut... par exemple, je prends un exemple un peu caricatural, mais plus de profils féminins dans les équipes tech. Bah, si vous avez déjà une équipe tech où il y a 90% de bonhommes, la première tech va être plus dure à acquérir parce qu'elle ne se sentira pas forcément en confiance. De toute façon, c'est le reflet, c'est la dette, quoi. Vos choix passés se reflètent dans les difficultés du présent. Et donc voilà, attendez pas trop, prenez-le en compte tôt, ça évite de devoir mettre énormément d'efforts après pour rattraper. Et surtout que c'est facile de recruter des profils très homogènes au début, prendre la même école, prendre le même réseau. C'est tellement pas drôle, en vrai. Moi, je sais que c'était un des enjeux au début quand on a commencé de se dire, moi je regarde pas les écoles, par exemple, sur les CV. Mais ça fait partie de la culture aussi de se dire, c'est quoi les critères discriminants sur les CV ? Et les oublier, en fait, essayer de recruter sur compétences uniquement. Autre chose sur les équipes tech, nous on était une équipe d'ingénieurs quand j'ai commencé, et on a commencé à sourcer des profils académiques. C'est pas la même chose non plus, c'est des profils un peu plus... C'est des profils aujourd'hui qui vont faire les présentations, qui vont faire les publications, qui nous apportent beaucoup de valeur. Mais au début de l'aventure, c'est plus compliqué de les intégrer parce qu'on se dit, est-ce qu'ils vont produire en prod comme on fait nous, etc. Oui, évidemment, oui, il y a des profils ouverts à ça dans toutes les universités, etc., dans tous les labos de recherche. Vous allez en trouver, il faut juste les chercher et qu'ils s'épanouissent dans votre boîte, c'est tout. Et trouver d'autres moyens de vous rassurer sur le fait qu'ils vont atteindre les objectifs. Ce n'est donc pas l'école ou ce n'est donc pas le fait qu'il ressemble à l'autre candidat qui fait qu'il va remplir les objectifs. Donc il faut être un peu inventif sur comment je vais me rassurer et quel est le bon critère. Je pense que toi, tu as dû mettre en place, par exemple, sur une équipe tech, tu as dû mettre en place des tests techniques, des choses comme ça, qui te permettent de ne pas regarder l'école. Mais si tu n'as pas le test technique ou que tu n'as pas un moment de peer coding ou quelque chose qui te permette de vérifier ça, en fait... Exactement. Alors nous, on l'a fait... et c'est très drôle avec les techs, en plus, parce qu'on a tendance à mettre en avant les hard skills en premier. Et très vite, dans la culture tech, on s'est rendu compte que les soft skills sont fondamentaux. Et on a eu ce travail, en fait, à partir d'une dizaine de personnes, commencer à se poser la question de quelles étaient les valeurs fondamentales pour nous. Alors, il y avait les valeurs entreprises, et encore plus à la tech.
Et on a vu que l'humilité, par exemple, sortait énormément. Quelqu'un qui n'était pas humble en entretien, ça passait pas. On le savait, on l'a vu dans les scorecards systématiquement, donc on l'a intégré dans les scorecards. Est-ce que cette personne est humble? Et on l'a promu dans les équipes tech au fur et à mesure. On a fait du training après, quand j'ai arrêté de m'occuper tout seul du recrutement. On a fait du training sur les managers pour leur apprendre ça, et après déléguer sur cette partie soft skills. Mais c'était pas naturel et intuitif à la tech. Les hard skills étaient toujours en premier. C'est souvent comme ça. Et quels sont les grands défis pour scaler après la culture? Gilles, tu en as fait part. Tu es arrivé avec une petite vingtaine jusqu'à 200. Et ça a été quoi les grands défis auxquels il faut s'attendre en termes de scaler une culture et une équipe? Alors, franchement, c'est le recrutement. Le jalon qu'on n'a vraiment pas dû rater, c'était ça. On s'est rendu compte qu'il ne fallait pas baisser la barre d'exigence sur le recrutement. Donc pas céder à mesure que l'équipe grandit, il y a des phases où on se dit on a besoin de quelqu'un. Il y a une charge de travail importante, on a besoin de quelqu'un pour ce poste. Et il vaut mieux attendre, il vaut mieux trouver la bonne personne plutôt que de prendre la première personne qui coche les cases. Ou mettre le bon effort. Parce qu'en fait, il n'y a pas de raison d'attendre si on met le bon effort, bien concentré, exactement, au bon endroit. Mais souvent, il y a un sujet sur le sourcing, sur la fiche de poste. On revient là, en fait, on revient à ça. Exactement. À se dire, en fait, on n'a pas bien designé la fiche de poste. Souvent, on met 5 recruteurs sur le coup, plus des annonces partout. On ne dessine pas bien la fiche de poste et on espère que ça tombe tout seul. Et puis, exactement. Et puis, en fait, non. On reste sur l'humilité, en fait, à se dire, ok, j'ai merdé, ça va pas, il faut que je revoie ma fiche de poste. Ça m'est arrivé encore récemment dans l'organisation, sur les postes clés, de dire, ok, on n'a pas réussi à trouver la bonne personne, on reprend tout de zéro. En fait, fort de cette expérience maintenant de recrutement, en fait, les candidats que j'ai vus ne sont pas les bons. Je reprends de zéro et en fait, c'est pas ça que je cherche. Et je cherche quelqu'un qui va se projeter plus loin, je vais monter la barre d'exigence aussi. Et en fait, à chaque fois, on trouve des profils, on adapte la fiche de poste, même si on n'étant plus exigeant, on arrive à trouver la bonne personne. Donc voilà, tout ça pour dire, good enough, c'est pas bon, surtout au début. Soyez précis sur vos attentes, soyez exigeants. Et vous allez systématiquement trouver la bonne personne. C'est intéressant ce que tu dis, et personnellement, ça me parle beaucoup. C'est exactement la façon dont on mène nos process de recrutement chez Amazon. C'est ce concept auquel je fais référence au départ de bar rising, ce qu'on appelle. Et qu'on va rechercher des candidats qui, en tout cas, c'est la façon dont nous, on l'a défini, sont meilleurs que 50% de l'équipe en place. Donc le but du recrutement, c'est d'aller chercher quelqu'un qui va amener plus que l'équipe en place. Et comme on fait ça constamment, ça engendre, entre guillemets, une roue positive, une flywheel vertueuse, où on va toujours augmenter vers le haut le niveau de l'équipe. La grosse frustration perso que j'ai connue, c'est quand on n'est pas staffé, parce qu'on voit plein de candidats, et on préfère ne pas être staffé que d'aller chercher un candidat qui ne va pas augmenter le niveau de l'équipe. Et ma reco dans ce cas-là, c'est de vraiment se concentrer. S'il y a une urgence, il ne faut pas prendre n'importe qui, il faut reconcentrer l'effort pour avoir la très bonne scorecard et peut-être soit le faire en propre et bien vraiment mettre les ressources, soit trouver le cabinet avec qui vous avez l'impression, mais de la même manière, qui a le plus de probabilité de vous trouver la bonne personne, et vraiment se reconcentrer plutôt que de se disperser. C'est pas ça qui marche. C'est vraiment... Mais après, on parlait de culture, pardon. Oui, et après, on va laisser un peu de temps pour la question, mais peut-être on a parlé beaucoup de culture sans la définir. Moi, je vous conseille de lire un livre qui s'appelle What You Do Is Who You Are de Ben Horowitz, qui est vraiment bien. Et en fait, lui, il dit, c'est simple, ce que vous faites, c'est ce que vous êtes. Donc en fait, la culture, et c'est ça qui est dur avec le scale, c'est en fait comme si vous étiez un petit fantôme qui pouvait regarder les gens quand ils ne se sentent pas observés. Est-ce que vous êtes content de ce qui se passe, de comment les interactions, etc. Et c'est pour ça que la culture, c'est quelque chose de mouvant. Et on peut jamais dire que c'est un éternel recommencement dans le recrutement, dans les pratiques, etc. Donc, à toutes les échelles, j'imagine, de moi, HireSuite, Datadome, Ignition et Amazon, quoi. Mais quand on scale... On essaye... répondre à ta question. Vas-y. Après, on ouvre aux questions du public. Parce que... pour scaler la culture, en fait, il y a des techniques. De même que pour la scorecard, il y a des techniques. Pour scaler la culture, on commence par rédiger ce qu'on pense être sa raison d'être, même si elle n'est pas finie. On commence par la rédiger. On commence par rédiger des valeurs avec les premiers salariés. Et puis ensuite, régulièrement, on refait des ateliers avec le collectif pour vérifier ce que eux ont l'impression de vivre, qui correspond à ces valeurs ou à cette raison d'être. Et là où ils ont l'impression que c'est en friction et que c'est pas tout à fait ce qu'ils vivent, alors, on corrige. Est-ce qu'il faut reformuler les valeurs? Est-ce qu'il faut reformuler la raison d'être? Et on itère comme ça régulièrement. Et en fait, ça rend la culture vraiment indétrônable.
Une toute dernière précision, ça, à mesure qu'on grandit, on le fait au début à l'échelle de l'entreprise et après par département, par équipe. Cet exercice-là, on le refait après macroscopiquement. Et toujours à l'échelle de l'entreprise, sinon. Oui, évidemment, mais je veux dire, la culture se travaille aussi au niveau des équipes par la suite. Oui, c'est comme ça qu'on peut scaler aussi. Exactement. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? J'avais une question par rapport au salaire. Parce que typiquement mon cofondateur est ancien d'une très grosse société qui payait très très bien. Donc il a l'habitude de salaires très élevés. Et dans le sourcing, il a aussi des exigences très élevées de technique. Et on se retrouve avec on a tendance à aller chercher des très très bons profils et on est en compétition forcément avec les gros recruteurs, Amazon, Google, Facebook et autres. Donc est-ce que c'est la bonne stratégie ou est-ce qu'il faut se contenter de profils qui potentiellement n'auraient pas passé la barre dans ces sociétés très exigeantes en les payant un peu moins cher? Tu veux prendre... Je peux prendre sinon, si tu veux. Allez. Je vais commencer. Tu vois. Nous, au début, on n'avait pas beaucoup de moyens. Donc, je fais partie des profils qui sont fait recruter chez des gros et qui sont venus avec des pertes de salaire potentiellement. Donc, il y a ce scénario-là aussi. Tu peux tout à fait trouver des gens sur le marché qui ne vont pas chercher du salaire, qui vont chercher un challenge et qui vont pouvoir s'y retrouver après sur le plus long terme, sur la promesse, justement. Et aujourd'hui, c'est toujours le cas. Je trouve des profils qui viennent de plus grosses boîtes et qui s'ennuient en fait dans les grosses boîtes, qui cherchent du challenge, qui ont envie de relancer une aventure, tu vois, d'entrepreneuriat. Et c'est ça, je pense qu'il faut chercher au début. Il faut chercher des gens qui ont du background, qui vont t'apporter de la valeur et qui viennent pas pour l'argent, premièrement, mais justement pour la raison d'être de l'entreprise, pour cette aventure. Et alors évidemment, pas gratuitement non plus. Faut pas exagérer, mais qui viennent pas pour un salaire de grosse boîte, de GAFAM ou ce genre de choses, quoi. Donc voilà, de mon point de vue, c'est tout à fait faisable. Ouais, moi, j'avais modélisé 5 familles de critères sur lesquels les candidats se positionnent. Il y a le salaire, il y a la formation, il y a les perspectives, il y a l'équipe et la culture, enfin tout ce qui va avec. Et il y a le plaisir du quotidien. Vraiment, genre, est-ce qu'aujourd'hui, là, indépendamment de ce que demain je vais devenir, est-ce que je kiffe ce que je fais, quoi. Voilà. Et en fait, quand on ne peut pas offrir le salaire, il faut regarder ce qu'on peut offrir sur les 4 autres. Et on négocie sur l'ensemble des dimensions. Ça peut aider. Et nous, on a eu des cas où, en face de nous, il y avait une scale-up avec un gros salaire. La personne est venue chez nous. T'es content. Non, c'est comme ça. T'es fier. Tu dis, OK, la personne est vraiment venue pour l'aventure. Le feu sacré, exactement, ça joue. Merci pour la réponse parce que c'était à peu près la même question, mais du coup en early la rémunération c'est un sujet clé, on n'a pas les mêmes moyens qu'une grosse entreprise. Il y a d'autres choses à mettre en valeur, vous en avez cité quelques-unes. L'entrée au capital en est une, c'est un risque pour l'employeur. À quel moment on le déclenche selon vous, à quel moment c'est pertinent? Pas forcément dès le début. Et est-ce qu'il y a d'autres avantages comme l'entrée au capital que vous avez identifiés qui peuvent permettre d'être attractif pour un très bon profil qu'on voudrait recruter? Ouais, alors là-dessus, l'entrée au capital, déjà, c'est souvent un énorme sujet pour les fondateurs et un peu moins un gros sujet de se rendre compte de ce que ça représente pour les salariés aussi, parce que dans l'écosystème français, les grosses exits, etc., il n'y en a pas eu énormément. Maintenant, en général, la bonne pratique, c'est de réserver une partie du capital, 10% par exemple, pour faire une pool, et après, peut-être de la mettre à la valo, peut-être pas du tout premier ticket, mais à la valo du seed ou de la série A. Je sais pas si c'est... On pourra reparler, d'ailleurs, on va arriver au bout du temps. Moi, je serais, si vous voulez, pour discuter après, on sera là. Moi, je peux donner un tout petit élément de réponse, c'est quoi que tu fasses, fais-le de façon équitable. Parce qu'après, ça te poursuit dans le temps. Donc, essaie d'avoir, tu vois, une formule mathématique ou quelque chose. Nous, on l'a fait comme ça, on l'a gardé dans le temps, et c'est précieux. Ça t'évite aussi de te prendre la tête ou d'avoir des différences de rémunération ou d'avantages dans les différents profils. Voilà. Je ne sais pas si c'est équitable ou en tout cas avec un raisonnement qui tient la route pour toi. Rationnel. Rationnellement. Parce que tu as des entreprises où l'équité va être hyper importante. C'est le cas dans ma boîte, par exemple. Je ne peux pas sortir de la grille de salaire, c'est inenvisageable. Et j'ai des clients pour qui l'ambition va être vachement plus importante. Et s'il y a un profil qu'ils veulent tous avoir dans l'équipe et qui coûte 3 fois le salaire des autres
et qu'en fait, c'est ce profil-là aujourd'hui, ils sont OK. Caroline, Gilles, Mathieu, merci. On doit laisser la place. On est à côté. Si vous voulez quelques questions, on est ravis de les prendre juste à côté.